Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un docteur en économie. Il nous vient du Bénin. Il a mis sur le marché le livre intitulé « La folie des grandeurs du dollar enchaîne DSK et tue Kadhafi ». Monsieur Emmanuel Sénégan est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Babilas. La folie des grandeurs du dollar enchaîne DSK et tue Kadhafi. C'est le titre de l'ouvrage que vous avez mis sur le marché. Alors, pourquoi vous parlez de folie des grandeurs du dollar? En fait, c'est la folie des grandeurs du dollar parce que vous savez qu'aujourd'hui, tout est mesuré en pétrodollars et l'économie mondiale, les dettes sont en dollars et etc. Donc, il y a un prestige d'avoir le dollar pour les Américains comme mesure sur le plan international. Mais cela a une conséquence sur nos économies. Lorsque, par exemple, vous avez une dette vis-à-vis de n'importe quel pays, si votre dette est contractée, que vous avez dû payer 1000 francs CFA et que le dollar en ce temps était à 1 dollar pour 500 francs CFA, ça veut dire que si le dollar change de taux à la hausse, eh bien, si ça devient 1 dollar à 1000 francs CFA, eh bien, vous allez payer 4000 francs CFA. Le président Nixon a faussé les règles du jeu en 1971, président en août 1971, pour la première fois, de façon unilatérale, avec le djangoïsme américain. Et je dis bien de façon unilatérale, ils se sont désolidarisés de ce que, par exemple, 35 dollars devait être l'équivalent de 1 once d'or. Alors, de façon unilatérale, ils ont rempli ce contrat international et à partir de ce moment, les gens ne se retrouvaient plus. Alors, il fallait revoir une autre mesure internationale. C'est cela, la folie des grandeurs du dollar. Maintenant, pourquoi ça enchaîne DSK? Eh bien, vous avez les gens ont vu qu'il y a une injustice mondiale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays émergents, même de superpuissances, la Chine, etc., qui ont leur monnaie, mais leur monnaie ne représente pas une référence mondiale. Alors, il était injuste de conserver le dollar dans cette position. Donc, DSK, c'est Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur du FMI, le Fonds monétaire international, qui a eu des démêlés avec la justice. Et justement, dans ce livre, vous faites un lien en disant que ces démêlés avec la justice prennent effet à part de sa déclaration de guerre contre le dollar. C'est quelle déclaration de guerre? Déjà en 2007, la crise des primes. Et ensuite, en 2008, il y avait une cascade de banques qui avaient fermé. Il y avait une crise généralisée mondiale. La d'insolvabilité, la crise de crédit, les banques se fermaient. Alors, il fallait faire quelque chose pour redresser tout ce système. Il y a eu le gouverneur de la Banque centrale de Chine, M. Zhu, qui a eu à faire des réflexions sur la crise mondiale et a vu que, à détecter, c'est le dollar qui en est à l'origine et qu'il faut un autre système mondial qui, en fait, soit séparé du dollar et qui prenne en compte toutes les autres économies du monde, toutes les autres monnaies du monde. Alors, cela a été renchéri en 2010 par Strauss-Kahn. D'ailleurs, en 2010... Donc, DSK a entrepris des réformes quand même. Des réformes. Et c'était de nature à faire quoi concrètement? C'était de nature à créer désormais, à désolidariser, que le dollar ne soit plus la référence mondiale, qui est une monnaie unique de référence mondiale qui va émaner du FMI. Donc, les réformes de DSK étaient de nature à remettre en cause ce que vous avez appelé la toute-puissance du dollar. La suprématie financière, donc militaire, économique des États-Unis. Donc, l'Allemagne, la France, la Russie, tous étaient consentants. Donc, bien entendu, il y a des réformes qui ont été entreprises, mais je ne comprends pas le lien que vous faites entre les démêlés de DSK avec la justice et ces réformes entreprises. Vous savez que cette réforme devait être adoptée du 26 au 27 novembre à Deauville, dans une ville de France, par les G8 en ce temps-là. Si cette date arrivait et que cette réforme était approuvée par les superpuissances, les États-Unis tombaient comme superpuissance. Donc comme il fallait, Donc il fallait, avant cette date du 26 novembre 2011, il fallait enchaîner DSK, il fallait paralyser DSK, que DSK ne soit plus aux affaires. À partir de ce moment, cette date était butoir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le 10 février 2011, DSK persistait et publiait encore un document par rapport à la réforme du système mondial international. Juste là, tout baigne. Pas de problème. DSK n'a pas de problème particulier. En fait, il était déjà indexé comme l'ennemi des États-Unis. Ça, c'est vous qui le dites. Hein? Non, mais puisque celui qui veut mettre en cause la suprématie financière des États-Unis, donc on devait tout faire pour qu'il ne soit plus aux affaires. Mais de manière précise, dites-moi, comment en est-on arrivé là pour que DSK commence à avoir des problèmes? Vous savez, qu'est-ce que DSK aime? Où est-ce qu'il aime pisser? Où est-ce qu'il aime manger? Qui sont ses amis? On a vu qu'il fallait lui coller une histoire. Mais une histoire aussi partiellement vraie. L'affaire
de Nafissatou, la Guinéenne, qu'il aurait violée. Je sais qu'il y a eu une affaire entre Nafissatou et Dieska, mais ce n'était pas un viol. Il fallait donc le saisir. Et Nafissa, il faut dire qu'elle vivait illégalement aux États-Unis. Donc, à sa tâche, à la proie facile, pour lui dire, bon, rends-nous ce service. Et ce service, ça va te permettre d'avoir la nationalité américaine. Dans le même livre, vous parlez de la mort de Kadhafi. Et vous dites que il n'y a pas de hasard par rapport à la mort de Kadhafi. Voilà l'homme qui veut frapper une monnaie africaine. Le Conseil de sécurité avait déjà pointé Kadhafi qui doit être palais du pouvoir. Kadhafi devait frapper la monnaie africaine en 2014. Donc devait soustraire l'Afrique de la suprématie de la finance internationale. Alors, à partir de ce moment-là, Kadhafi était indexé. Deauville est arrivé. Dans la conférence de Deauville, ils ont dit que Kadhafi devait être poursuivi par la Cour pénale internationale. Et ils l'ont mis sous ordre et sous pression et sous bombardement. À partir de ce moment-là, couper la tête de Kadhafi et laisser... Mais tout cela, ça profite à qui concrètement? Mais quand si c'est un complot. Quand c'est un complot, on dit à qui profite le crime. Vous avez posé bien la question. La question là profite à qui? Kadhafi a créé vraiment l'Afrique comme un truc satellitaire pour l'Afrique. Au moment où on faisait chuter Kadhafi, il y avait des Africains, des États africains qui étaient membres non permanents du Conseil de sécurité. Alors, que quelques Africains quand même ont adhéré à la cause des Nations Unies. Je vous dis que cette Union africaine-là, c'est une feuille morte qu'il faut reformater. Ça, c'est l'Union africaine. Mais les États qui étaient membres non permanents du Conseil de sécurité à l'époque, il y avait le Nigeria, il y avait le Gabon, il y avait l'Afrique du Sud. Mais ces États ont voté pour le bombardement de la Libye. C'est une machine puissante. Ces États n'avaient même pas consulté l'Union africaine pour voir la position à adopter. La différence entre le politicien et l'homme d'État, le politicien pense aux générations prochaines, l'homme d'État pense aux générations futures. Ceux-là ne pensent qu'aux générations prochaines. Donc, où vous situez Kadhafi dans tout ça? Kadhafi, c'est celui qui pense aux générations futures. Et voilà, de son propre argent, il a mis beaucoup de milliards. Mais pourtant, Kadhafi n'était quand même pas le dirigeant le plus fréquentable, le plus recommandable à l'époque. Mais qui est recommandable aujourd'hui dans le monde? Et Bush qui a bombardé l'Irak est recommandable. Obama qui a profité du bombardement pour tuer l'enfant d'un autre dans son pays et qui est lui-même un Africain est recommandable dans cette histoire-là. Vous n'avez pas dit que Hollande est recommandable par rapport à la complicité de la France aussi pour le bombardement et la désorganisation de la Libye. Mais les appréciations, ça dépend de où est-ce qu'on se trouve. Qui cause aujourd'hui vraiment tout ce qui se passe dans les autres pays, mais y compris le chaos au Mali et autres, partout dans Boko Haram, tout ça là, c'est la source de tout ça, de sa déstabilisation de la Libye a provoqué que tous ces pays soient infectés. Est-ce que vous ne faites pas beaucoup plus d'affirmations que d'apporter des preuves de ce que vous êtes en train de dire? Parce que vous êtes intellectuel. Il faut peut-être pas laisser croire certaines choses à ceux qui nous écoutent. Après avoir tué Kadhafi et même fait disparaître son corps. Regardez la situation en Libye aujourd'hui. La Libye est devenue un état de non-droit où il y a plusieurs gouvernements. Tout cela, en fait, c'est là. Mais ça a une politique. On parle de la paix dans le monde. Mais en fait, le commerce le plus juteux aujourd'hui dans le monde, c'est le commerce des armes. Si la paix était installée, il n'y aurait plus de circulation d'armes. Mais ceux qui vendent les armes aussi ne sont pas à l'abri. Oui, ils ne sont pas à l'abri, mais ils se sucrent de cela. Mais au-delà des accusations de jeter la pierre aux autres, est-ce que vous ne vous dites pas que les Africains eux-mêmes ont des parts de responsabilité? Wade est le premier chef d'État africain à partir à Benghazi pour se faire bien évaluer. Vous n'en avez aucune preuve, hein? Je l'ai dit dans ce livre. C'est pas parce que vous l'avez dit dans le livre que ça constitue une preuve. Tout cela, manger à la table de Kadhafi, la plupart des chefs d'État. Est-ce que les Africains eux-mêmes n'auraient peut-être pas pu régler la crise libyenne s'il avait cette armée africaine qu'on aurait dû mettre en place depuis la nuit des temps, mais qui peine toujours à avoir son existence? Celui qui était encore à la tête de l'Union africaine, Jean Ping, a écrit un livre. Je pense Eclipse, fallait-il tuer Kadhafi? Oui. Et il était aux affaires en ce temps-là. Et je dis, mais maintenant il comprend pourquoi il fallait tuer Kadhafi. Qu'est-ce que lui a? Il n'a même pas fait une minute de silence en honneur de Kadhafi. Ça fait voir que l'Union africaine d'aujourd'hui doit être reformatée. Ceux qui sont là ne sont pas nos vrais représentants. Alors, qu'est-ce que vous pensez des crises, par exemple, par rapport à Boko Haram, par rapport aux djihadistes en Afrique du Nord, Boko Haram au Nigeria, au Cameroun, au Niger aujourd'hui? Est-ce que vous n'êtes pas inquiet pour votre continent? J'ai déjà évalué les causes endogènes et exogènes de toutes ces crises, y compris de Boko Haram. Les causes endogènes, il y a la corruption de l'État, il y a la corruption de l'armée. Le Nigeria qui a envoyé une armée pour mettre de l'ordre, et comment pour mettre de l'ordre ailleurs, incapable de mettre de l'ordre dans son propre pays. Ça veut dire qu'il y a des problèmes aussi politiques à l'interne, des problèmes économiques. Parce que tout cela puise leur vivier dans le contexte de la pauvreté des gens. Les causes exogènes,
c'est la libération des otages à coups de milliards ou à coups d'armes. Monsieur Emmanuel Sénégan, merci. Merci. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Malheureusement. Je voudrais vous gratifier d'une citation. Laquelle? Que l'Afrique doit mémoriser, chaque pays africain, chaque lettre d'améliorer. C'est une citation de Fillon, l'ancien Premier ministre français, que j'aime beaucoup. Il a dit ceci: de la crise de Cuba à la première guerre en Irak, de la crise des euromissiles au 11 septembre 2011, la France ne s'est jamais départie de son amitié à l'égard du peuple américain. La France alliée, mais pas vassale. Notre nation ne reçoit d'ordre de personne. Elle doit être libre de décider par elle-même et pour elle-même. Qu'est-ce que vous en tirez, vous? J'en tire personnellement pour l'Afrique. L'Afrique reçoit trop d'ordre de l'extérieur. L'Afrique est vassale. La corruption et l'impunité aussi dans la corruption pourraient donner 3 fois plus que la coopération internationale nous apporte. Si on avait fermé tous ces trous-là, la lutte contre la corruption, cela devait être important pour qu'on ferme les trous où l'argent sort. Mais aussi... Mais où est-ce qu'il n'y a pas de corruption dans le monde? Il y en a un peu partout. Mais partout dans le monde, il y a corruption. Et pourtant, ailleurs, ça marche. Dans certains pays comme le Bénin, il y a l'impunité. Emmanuel Sénégan, merci. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes docteur en économie, auteur de ce livre « La folie des grandeurs du dollar » enchaîne Diesca et tue Kadhafi. Je sais que vous êtes très très prolixe. Les livres, vous en produisez beaucoup. On en a déjà reçu sur ce plateau. Dans la même semaine, vous avez sorti quand même 3 ouvrages. Le nouvel ordre mondial et la marche du monde vers le chaos et le chaos final. Enfin, en vérité, il est aussi écrit. Chers téléspectateurs, vraiment, nous sommes obligés de prendre congé de notre invité. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et prenez contact avec moi au www.senegan.com. Ça, c'est mon site. www.senegan.com. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Sénégan. C'est moi. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.